Donc, merci à vous. Je pense qu'on est dû pour passer à notre autre intervention dans ce colloque. Donc, je vais maintenant accueillir deux collaboratrices, on va les appeler des collaboratrices et amies, qui sont en Belgique, donc un petit peu en décalage horaire, mais ça ne se voit à peine. Donc, deux chercheuses ou chercheurs, je ne sais pas quelles sont les modalités en Europe, je n'ai pas suivi ma francophonie européenne, donc qui viennent en fait de l'Institut Scienzano. Donc, peut-être commencer d'abord par cet institut. Quel est-il? Qu'est-ce qu'il fait? C'est en fait l'Institut scientifique de santé publique en Belgique. Comme beaucoup d'instituts de santé publique, sa vocation, son mandat est de garantir une vie en bonne santé, mais il fait partie de ces instituts qui ont adopté très, très vite et très tôt cette notion de une santé, one health, donc qui développe en fait des approches holistiques, multidisciplinaires pour bien comprendre les mises en relation à la fois de la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Alors, c'est sûr que quand on vient de dire ces trois choses-là, on est dans le domaine de la diversité d'expertise, de la diversité de disciplines, mais aussi la diversité de domaines d'action. Donc, on va y retrouver la surveillance des maladies, comme on peut s'attendre dans tous les instituts de santé publique, la qualité des soins, la sécurité des vaccins, médicaments, mais on y trouve aussi, et c'est extrêmement intéressant et c'est ce dont elles vont nous parler, l'engagement citoyen sur les questions éthiques et sociétales qui viennent sous-tendre un petit peu nos actions en termes de santé. Alors, je vais commencer par Chloé Mayer. Elle est éthicienne dans cet institut au sein de l'équipe éthique du Centre du cancer. Elle travaille sur des projets d'engagement public, à la fois au niveau national et extrêmement intéressant aussi au niveau européen. Et c'est la beauté d'avoir nos amis belges. Elle prépare un doctorat à l'Université de Gand sur ce que les citoyens peuvent apporter à la bioéthique par l'engagement public. Donc, on est vraiment dans un processus d'écoute et d'engagement. Elle est accompagnée de sa collègue Louise Mathieu. Donc, Louise a fait des études de droit, un master en santé internationale. Elle a intégré Scienziano, un jour je vais le dire comme il faut, je vous promets, au sein de l'équipe éthique du centre de cancer. C'est elle qui met actuellement en place une consultation publique sur la réutilisation des données de santé et l'engagement citoyen dans le cadre du projet européen TEDAS, donc Towards European Health Data Space. Donc, on n'est même plus dans un espace de données très juridictionnel et très national, mais on le voit à l'échelle d'une communauté européenne, un grand enjeu. Alors, mesdames, la parole est à vous pour votre présentation, puis on aura la chance ensuite de dialoguer tous et toutes ensemble et investiguer un petit peu davantage ce que vous faites. À vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Est-ce que vous voyez bien les slides? Peut-être le mettre en plein écran, Louise, si ça Oui. vous convient. Alors, ça prend un petit peu de temps. Toujours. Et bonjour à tous. Et merci beaucoup de nous accueillir. Oui, merci beaucoup. Alors, voilà. C'est parfait. Voilà. Donc, je vais commencer par parler. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour nous de venir vous présenter en fait l'engagement citoyen selon Scienzano. Je peux mettre la slide suivante. Encore. Donc, comme vous l'avez expliqué, donc Scienzano, c'est l'Institut scientifique de santé publique. Bon, je vais très vite repasser puisque vous avez déjà donné beaucoup d'informations.
Donc, nous sommes 2 chercheuses à Sciensano. On va dire que l'atout principal de Sciensano, en fait, réside dans son approche holistique et multidisciplinaire de la santé et de ses enjeux pour la société, notamment les enjeux éthiques et donc, évidemment, l'engagement citoyen. Donc, nous faisons partie toutes les deux de l'équipe éthique et engagement citoyen. Alors, donc, Sciensano engage les citoyens sur plusieurs types de sujets, que ce soit donc, la réutilisation des données de santé, comme vous expliquera plus en détail Louise, mais aussi sur l'utilisation des données ADN, de l'information génomique, les stratégies de vaccination Covid. Ça, c'était pendant la crise sanitaire. Et donc, Sciensano, en fait, c'est plus de 700 employés qui travaillent sur différentes expertises. Donc, le but de Sciensano, c'est vraiment d'offrir à la société, donc de mettre à disposition de la société toutes sortes d'expertises scientifiques. Donc, comme vous l'avez dit, la surveillance des maladies, la qualité des soins, la sécurité des vaccins et des médicaments, etc. La santé humaine, donc, mais aussi la santé animale et environnementale, selon le concept de une santé pour tous. Et donc, la mission de Sciensano est de garantir une vie en bonne santé pour tous, humains, animaux et l'environnement. Donc, l'équipe éthique, tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, voici les membres de l'équipe éthique et nous ne faisons que nous agrandir au fur et à mesure des années parce que nous avons de plus en plus de projets, donc tant nationaux, donc belges, que européens. L'équipe est composée d'une juriste, donc Louise, moi je suis éthicienne, Wannes est philosophe anthropologue. Nous avons également une sociologue. Donc vous voyez, on a à l'image de Sciensano une expertise assez variée. Et donc en fait, notre mission, en fait, lorsqu'on engage les citoyens, elle est triple. Tout d'abord, il s'agit donc d'informer et de sensibiliser la population sur les questions éthiques qui les concernent, donc soit qui les concernent directement, donc déjà actuellement, soit qui les concerneront à l'avenir. Ensuite, il s'agit de lancer un débat, une réflexion donc au sein de la population, donc sur ces questions éthiques, afin que les citoyens puissent en fait exprimer leurs intérêts, leurs valeurs, leurs besoins, leurs craintes, etc., envers les politiques, les experts et autres parties prenantes. Donc, il s'agit de créer un débat non seulement au sein de la population, mais aussi de créer un débat, un échange entre les citoyens et les experts, donc les professionnels de la santé, les chercheurs, mais aussi les décideurs politiques, les patients, etc. Donc, un peu toutes les parties prenantes des problématiques en santé qui sont abordées, que ce soit donc les données ADN, la réutilisation des données de santé, etc. Et puis, notre troisième mission, en fait, c'est de faire entendre la voix des citoyens, principalement aux décideurs politiques. Et donc, pour cela, en fait, nous, donc l'équipe éthique, formulons des recommandations politiques sur base des opinions que les citoyens ont formulées à travers l'engagement. Et donc, on fait ça, en fait, selon une approche qualitative. Donc, nous analysons d'un point de vue qualitatif les opinions pour en extraire les valeurs, les besoins, les craintes. Et sur cette base, nous écrivons des recommandations politiques. Tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Alors, vous vous demandez certainement comment nous engageons donc, les citoyens. Depuis 2018, nous avons développé différentes méthodologies qui varient en fait selon différents critères. Donc, le budget, déjà qui est à disposition, mais aussi le commanditaire du projet. Donc, souvent, ça peut être le ministère de la Santé publique. Selon la finalité du projet, les thèmes à aborder et puis aussi le format qui est permis. Donc, par exemple, si c'est en ligne, c'était une obligation légale lors de la crise sanitaire ou alors si c'est en présentiel qui demande souvent un plus grand budget. Donc là, vous voyez un peu la liste des principaux projets que nous avons menés depuis 2018. Alors, je vais vous présenter brièvement le forum citoyen, le débat ADN et les consultations coronavirus. Et Louise vous expliquera après plus en détail le projet européen débat des données. Donc, le forum citoyen, donc en fait, on a organisé un forum citoyen autour des questions éthiques
de l'utilisation des données ADN à la demande en fait de l'ancienne ministre de la Santé publique. Alors, un forum citoyen, c'est une méthode délibérative qui consiste à engager un panel citoyen, donc qui est représenté selon différents critères. Ici, c'était 32 membres et ce panel citoyen va discuter, va débattre durant 3 week-ends. Et ils seront aidés par des facilitateurs pour cadrer le débat, mais aussi des experts qui vont les informer, qui vont répondre à leurs questions tout au long du week-end. La finalité d'un forum citoyen est donc que le panel citoyen rédige des recommandations qu'il adressera directement au ministère de la Santé publique. Donc, lors du dernier week-end, il y a eu un échange entre la ministre de la Santé publique et le Forum citoyen qui a présenté ses recommandations. Et puis, il y a eu des questions-réponses entre le ministre et les citoyens. Alors, il faut savoir qu'avant le Forum citoyen, nous avons organisé un Issue Framing Workshop, qui est donc un workshop durant lequel les experts nationaux et internationaux ont déterminé les thématiques et les questions que les citoyens allaient aborder en fait durant le week-end. Et puis, après chaque engagement citoyen, nous organisons ce qu'on appelle, on va dire, un événement de clôture. Donc ici, c'était un stakeholder workshop durant lequel nous, donc l'équipe éthique, présentons une analyse plus approfondie des recommandations des citoyens que nous présentons à différentes parties prenantes, donc ministère de la Santé, ça peut être un Premier ministre, ça peut être association de patients, différents experts, chercheurs, professionnels de la santé. Bref, toutes les personnes qui sont intéressées et concernées par la thématique. Ensuite, deuxième projet, c'est le débat ADN, qui en fait est une prolongation du forum citoyen. Le panel citoyen s'est dit en fait qu'il ne fallait pas limiter le débat autour de l'utilisation des données génomiques à seulement un panel de 32 citoyens. Il fallait élargir ce débat à toute la société et aussi aux jeunes générations, donc moins de 18 ans, qui avaient été exclus pour des raisons légales du panel citoyen. Donc, nous avons créé un site web interactif, le débat ADN, qui posait donc des questions éthiques autour de l'utilisation des données génomiques. Tout citoyen pouvait participer simplement en fait en créant un compte qui était pseudonymisé et qui pouvait donc répondre aux questions, par exemple, quelle raison me pousse ou m'empêche de vouloir connaître mon ADN, etc. Alors, pour participer, il fallait d'abord s'informer via différents matériels qu'on avait mis en place sur le site web. Il y avait une vidéo, il y avait un test interactif, il y avait des case studies, des brochures informatives et surtout un dossier pédagogique. En effet, donc on a créé un dossier pédagogique pour engager les jeunes générations. Au total, ce sont plus de 70 écoles qui ont participé au débat ADN, donc qui ont organisé en classe le débat. Et puis, les élèves devaient poster sur la plateforme leur opinion, donc les réflexions qui avaient été menées en classe. Et au total, tu peux montrer le petit… Merci. Oui, encore. Voilà. Au total, ce sont 4545 visiteurs qui ont utilisé le site web. Et parmi ceux-ci, il y a 1227 citoyens qui ont formulé 1247 opinions. Comme à chaque fois, après, nous avons créé un symposium où on a présenté les recommandations des citoyens au Premier ministre belge, ministère de la Santé, etc. Et on a réfléchi à l'implémentation des recommandations des citoyens dans le cadre de santé publique belge. Ensuite, il y a le dernier projet, c'est les consultations coronavirus. Alors ça, c'était un projet qui n'était pas prévu. On a reçu en fait une demande urgente du ministre de la Santé publique en pleine crise sanitaire et de la Task Force Vaccination d'engager les citoyens sur les futures stratégies de vaccination pour lutter contre le Covid-19. Donc, on a créé en urgence 10 consultations en ligne qui ont rassemblé 103 citoyens. Chaque consultation durait environ 2 heures. On utilisait une application qui s'appelle Miro. On pourra vous expliquer plus en profondeur après les différents outils qu'on utilise pour engager les citoyens.
Et donc, la consultation commençait, donc c'était un groupe de citoyens de 5 à 15 personnes, commençait par une information, donc des experts étaient invités pour informer les citoyens pendant 30 minutes et répondre à leurs questions. Puis, on a créé des exercices pour engager les citoyens et créer ensemble des messages clés à adresser au ministre. Comme à chaque fois après, il y a eu un événement de clôture, donc une réunion où les citoyens ont présenté leurs recommandations au ministre de la Santé publique et s'en est suivi un échange, questions-réponses, etc. Alors, une des questions que vous devez vous poser, c'est si on engage les citoyens, quel est l'impact de l'engagement des citoyens? Alors, parfois, l'engagement citoyen donne lieu à des mesures concrètes et immédiates, comme ce fut le cas pour le Forum citoyen. C'est plus souvent le cas lorsque la demande vient d'un décideur politique, évidemment. Alors, dans le cas du Forum citoyen, en fait, les recommandations du panel citoyen ont donné lieu à un working group sur les Genetic Sequencing for Healthy Populations, qui était organisé par le Conseil supérieur de la santé. Et ça a aussi nourri les réflexions de la convention New Generation Sequencing, qui est donc une technologie de séquençage génomique. Concrètement, ça a influencé les procédures de consentement, les procédures de remboursement des tests qui étaient donc liées au Genetic Counseling, et voilà, et aussi l'organisation des bases de données. Malheureusement, souvent, il est très difficile en fait de mesurer quel est l'impact réel et concret de l'engagement citoyen parce qu'en fait, c'est assez diffus, c'est multiple et parfois, les conséquences n'ont lieu que longtemps après l'engagement citoyen. Mais ce n'est pas parce que l'engagement citoyen ne donne pas lieu à des mesures concrètes que l'on peut directement voir qu'il ne faut pas engager les citoyens. Nous avons vu à travers notre expérience d'initiative que l'engagement citoyen permettait en fait de sensibiliser la population, de les informer correctement et de les faire réfléchir à des questions qu'ils ne se seraient jamais posées. Ça permet aussi d'augmenter la confiance des citoyens envers les experts et les décideurs politiques. Et puis, au-delà des bénéfices directs pour les participants, il y a aussi les bénéfices en fait de l'échange entre les citoyens et les décideurs politiques et les experts. Ça permet d'ouvrir en fait les perspectives vers d'autres types d'opinions, d'autres types d'expériences et de faire entendre parfois l'opinion aussi de minorités. Donc, même si parfois il n'y a pas de mesures concrètes, ça ce n'est pas notre pouvoir, c'est plutôt le pouvoir en fait des décideurs politiques. Nous avons la responsabilité au moins de sensibiliser les décideurs politiques et les experts sur la voix des citoyens en fait, pour que leurs intérêts, les valeurs, les besoins et les craintes soient pris en compte, puisque les citoyens sont une partie prenante à part entière. Voilà. Merci beaucoup Chloé. Donc bonjour, moi je m'appelle Louise, je vis en Belgique depuis 1 an et demi, je suis française, donc je viens compléter ce beau panel francophone que nous avons aujourd'hui. Et donc moi je vais vous parler plus en détail du débat des données, qui est donc le projet duquel je m'occupe à Sciensano, pour que vous ayez un peu une idée plus concrète de comment fonctionne un peu un projet de A à Z, au-delà des informations que Chloé vous a déjà fournies. Alors, excusez-moi, je reviens sur les slides. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il s'agit bien d'un projet européen, donc qui vient de la Commission européenne, qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas forcément, l'organe administratif / exécutif, on va dire, de l'Union européenne, qui a, donc pour la Commission actuelle, l'objectif de mettre en place une régulation qui s'appellera l'espace européen des données de santé, qui est une régulation qui vise à harmoniser les flux de données de santé entre les pays membres, donc tant pour l'usage primaire des données de santé, mais aussi pour l'usage secondaire. Et c'est bien cette partie-là qui nous intéresse, l'utilisation secondaire des données de santé. Et pour ce faire, la Commission a mis en place ce qu'on appelle une action conjointe, qui sont en fait plusieurs groupes de travail qui œuvrent à imaginer et guider la Commission européenne sur les concepts qui vont un peu façonner cette régulation au fur et à mesure qu'elle se créait. C'est un processus très long. Et un de ces groupes de travail dont nous faisons partie s'occupe du volet citoyen et s'intéresse à la manière dont on devrait engager les citoyens dans cette future réutilisation des données de santé au niveau européen. Et c'est donc pour ça que nous avons créé la consultation en ligne, le débat des données,
dont le but est du coup, en fait, à la fin, donc en février 2023 pour nous, d'émettre des recommandations directement à la Commission européenne sur la manière d'engager les citoyens en général dans la réutilisation des données de santé et dans le cadre de cet espace européen des données de santé. Donc, nous ne faisons pas ça seuls. Nous avons 2 partenaires avec nous, la NHS Confederation qui vient du Royaume-Uni et le Health Data Hub en France, et donc nous, Sciensano en Belgique. Et le projet, en toute transparence, est donc financé via cette action conjointe, donc vers un espace européen des données de santé, ou dit TEDAS, et également par un projet belge EHED, qui vise à créer, qui veut imaginer une plateforme nationale des données de santé. Et donc voilà, ils travaillent avec nous dessus et ils auront également une analyse en parallèle sur comment engager les citoyens du coup au niveau belge. Donc, comment ça se passe? Donc, avant d'imaginer une consultation, on doit évidemment faire un travail préliminaire. C'est donc ce qu'on a fait l'année dernière entre février et novembre. Donc, dans ce cas-là, c'est passé par l'élaboration d'une revue de littérature pour voir déjà un peu ce qui avait été écrit sur les perceptions et le rôle des citoyens autour de la réutilisation des données de santé, pour avoir déjà un peu une vue. Et ensuite, nous avons réalisé des entretiens semi-structurés avec des parties prenantes de l'écosystème des données de santé de nos 3 pays, pour avoir un peu l'avis peut-être plus expert, ou en tout cas voilà, des gens qui traitent de données de santé au quotidien, voilà, sous différents angles. Ensuite, nous sommes passés donc à la création de cette plateforme, donc depuis novembre et ce jusqu'à juin. Donc, nous sommes actuellement dans ce processus et nous sommes en train de conduire la plateforme tout simplement. Donc, cette plateforme est en ligne, elle est destinée aux citoyens et elle a 2 ambitions. C'est de comprendre d'un côté leurs perceptions et leurs attentes concernant la réutilisation des données de santé et d'un autre, de comprendre le rôle qu'ils souhaitent jouer dans ce domaine-là. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes 3 organisations. Donc, la plateforme, comme c'est un projet pilote, ça il faut bien le comprendre aussi, est axée principalement sur 3 populations, donc la population belge, française et britannique. Mais elle a quand même vocation à être ouverte à tous citoyens européens, bien qu'elle ne soit traduite qu'en français, néerlandais et anglais. Donc, on a vraiment essayé de toucher un public le plus large possible pour que d'autres nationalités puissent être représentées. Et le résultat qu'on s'était fixé initialement était d'atteindre 5 000 contributions. Et ensuite, en juin, nous allons donc publier un rapport avec les résultats de cette plateforme. Voilà, donc vraiment concentré sur cette plateforme sans prendre en compte nos travaux préliminaires ou voilà ce qu'on a pu entendre des experts. Et par la suite, nous allons discuter de ce rapport au sein de workshops, donc des ateliers avec des parties prenantes nationales et européennes pour essayer en fait de transférer en fait les envies des citoyens dans un cadre légal et technique dont nous n'avons pas, nous, les compétences, puisque nous sommes experts en engagement public et nous avons besoin d'experts pour voir qu'est-ce qui est faisable et comment ça peut être traduit en recommandations concrètes pour les décideurs politiques et dans ce cas-là pour la Commission européenne. Donc, on élaborera ces recommandations sur la sensibilisation et l'engagement des citoyens dans la réutilisation des données de santé. Donc là, je vais vous présenter un petit peu le contenu pour que vous voyez un peu comment on construit ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est la page principale du site web qui a changé depuis ce week-end puisque nous avons fermé la consultation dimanche dernier. Donc là, vous aviez l'ancienne version. L'actuelle est un peu plus modifiée. On a enlevé les outils de participation. Donc, pour ceci, on a fait un appel d'offres où un partenaire technique est venu nous aider pour créer le site, pour le graphisme et tout ça, mais nous alimentons nous-mêmes le site web. Donc d'abord, comme Chloé l'a dit, notre premier objectif, c'est bien de sensibiliser et d'informer les citoyens. Donc nous faisons ça à travers différents contenus et différents formats. Le premier étant évidemment du texte, donc certainement le plus ennuyeux mais le plus complet. Donc il y a beaucoup de textes sur cette plateforme, sur plein de questions différentes, notamment qu'est-ce qu'une donnée de santé, comment on peut les réutiliser, comment les protéger, comment engager les citoyens. Nous avons également des vidéos traduites aussi dans les 3 langues, qui est un format quand même un peu plus attractif. Et finalement, nous avons des études de cas que nous avons construites un peu sur le tas au fur et à mesure que la consultation tournait, en essayant de mettre en lien la réutilisation des données de santé avec des sujets plus familiers, voilà, que le grand public connaît mieux. Évidemment, on a donc pris le sujet du Covid-19. C'est un très bon exemple qui a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, ça nous a rapporté énormément de visiteurs sur la plateforme. Et pour vous donner un autre exemple du type de format un peu ludique et facile et simple à regarder qu'on a créé aussi, on a fait une bande dessinée interactive. Donc là, vous voyez des images figées, mais il faut imaginer ça en mouvement. Donc, c'est
c'est une page du site sur laquelle vous pouvez scroller et le dessin va changer au fur et à mesure que vous descendez. Donc là, il s'agissait d'une histoire fictive qui est celle de Robert, qui a 50 ans et qui souffre d'un cancer colorectal. Et le visiteur, en fait, peut découvrir l'histoire de Robert et à travers cette histoire, on aborde les 3 grandes questions de la plateforme qui sont donc à quoi peuvent servir les données de santé, comment est-ce qu'elles peuvent être protégées et comment les citoyens peuvent-ils être engagés dans cette gouvernance de la réutilisation des données de santé. Ensuite, nous avons donc les outils de participation qui sont le biais par lequel nous récoltons ces contributions. Donc, dans ce cas-là, il y en avait 2. Donc, à gauche, vous voyez la plateforme de discussion qui est un peu la même que celle du débat ADN que Chloé vous a présenté avant. Donc là, vous avez les 3 grandes questions encore de cette consultation. Il suffisait simplement de cliquer dessus et moyennant la création d'un compte personnel qu'on était obligé de faire pour des questions de sécurité et pour pouvoir revenir vers le contributeur pour qu'il puisse développer ou répondre à un commentaire qui avait été fait sur sa contribution. Voilà, vous pouviez contribuer, regarder les contributions des autres, commenter, aimer, voilà, pour créer un peu un débat. Et à droite, vous avez le deuxième format qu'on a mis en place, qui est un quiz, qui est vraiment un quiz ludique, amusant, qui n'avait pas une vocation principale d'être une recherche quantitative de quoi que ce soit. C'est un quiz divisé en 3 cas simples, chacun divisé en 3 questions fermées, allant de « je suis d'accord » à « je ne suis pas du tout d'accord ». Mais l'astuce était que pour chaque cas, nous avons inclus une espèce de question ouverte optionnelle si les citoyens avaient envie de répondre à une question de manière ouverte et qui était évidemment une des grandes questions de la consultation. Et ces contributions-là, par contre, on les a rajoutées sur la plateforme pour pouvoir les analyser dans notre rapport en juin. Donc, le quiz avait l'avantage d'être rapide et avait été imaginé pour un public peut-être moins intéressé, qui a moins envie de passer de temps sur la plateforme, puisqu'à la fin, vous obteniez un résultat vous disant quel type d'utilisateur de données vous êtes. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on avait un utilisateur qui se considérait altruiste et prudent, c'est-à-dire quelqu'un de très favorable à la réutilisation des données de santé, mais inquiet quant à la protection de ces données. Et il s'avère que ça a été vraiment le moyen de participation ayant le plus de succès, pour ne pas dire la majorité, puisque de tête, je dirais que plus de 90% de nos contributions sont arrivées via ce test. Donc, on a eu un énorme flux de contributions. Donc, des leçons à apprendre pour des projets futurs, pour savoir comment réutiliser ces formats d'une meilleure manière, de manière plus riche, plus complète. Et enfin, la dernière phase dans une consultation, c'est évidemment la communication. Pour moi, personnellement, ça a vraiment été la partie avec le plus de défis, le plus de challenges, parce qu'on visait un public extrêmement large, donc déjà européen, et au-delà de ça, un public large dans le sens, un public qui n'est pas forcément intéressé, un public qui n'est pas forcément informé sur le sujet. Donc, c'est là toute la difficulté de réaliser de l'engagement à grande échelle comme ça. Donc, la consultation a été mise en place du 13 décembre jusqu'au 8 mai. Donc, elle s'est vraiment terminée le week-end dernier. Et il y avait plusieurs manières de communiquer. Donc, la première, c'était via nos réseaux sociaux, tout simplement. La deuxième, ça a été de réaliser des débats en présentiel. Donc là, vous avez une image avec des post-it. C'est l'application Miro dont Chloé vous a parlé. Et là, c'est vraiment l'apothéose en termes d'engagement parce qu'on a vraiment l'occasion de rencontrer un groupe qu'on peut sensibiliser et informer. On peut conduire un débat et enfin produire des recommandations avec eux. Donc, nous, on l'a fait en Belgique, surtout avec des classes de secondaire. En Angleterre, je sais qu'ils ont conduit des workshops avec des citoyens plutôt informés. Donc, on est plus sur un profil un peu plus expert. Et en France, ils ont conduit des ateliers plus divers sur des thématiques un peu plus larges. Et ils en ont profité pour aussi présenter la consultation. Donc là, on avait vraiment un panel de citoyens lambda, je dirais, monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et enfin, la voie qui a été la plus efficace pour nous et celle qu'on a utilisée le plus dans ce projet, en tout cas, ça a été de disséminer la consultation grâce à des partenaires. Voilà, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est important de connaître un réseau de gens qui ont une audience et qui sont écoutés. Faut aller vers des gens qui sont écoutés, en fait. Voilà. Et donc là, dans notre cas, par exemple, on pense surtout à des associations de patients ou des associations des représentants de citoyens. Et donc là, vous avez une image qui n'est pas très parlante, mais qui est en fait l'extrait d'une newsletter qui a été publiée par une organisation européenne de santé publique. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, cette consultation s'est fermée ce week-end. Donc nous sommes toujours au stade de la modération de ces contributions et nous commençons leur analyse puisqu'il y a eu un gros flux de contributions vers la fin. Au final, nous avons récolté plus de 6000 idées.
Donc, on a dépassé notre objectif, ce qui est extrêmement positif et nous fournira un peu plus de travail. Pour à peu près 10 000 visiteurs. Donc, ce chiffre est encore instable. Il va sûrement augmenter. On a encore besoin de dernières statistiques pour être sûr de ce chiffre-là. Et donc là, vous avez 3 types de contributions que nous avons récoltées. Voilà, pour vous donner un peu un exemple. Donc, pour la suite de cette présentation, on passe dans une 3e courte partie. On va vous parler un peu de l'apport des citoyens. Donc, simplement pour vous expliquer un peu quel type de données on récolte et comment est-ce qu'on les analyse. Voilà. Donc, donc Chloé va commencer. Oui, donc voilà, c'est en fait le sujet de mon doctorat, c'est de savoir ce que les citoyens, en tant que partie prenante en santé, apportent aux valeurs en santé, donc en bioéthique en fait. Parce que oui, donc les citoyens, on les engage non seulement parce que c'est une partie prenante à part entière, qui a des intérêts à défendre, des besoins et des problèmes à exprimer, et dont il faut tenir compte, puisque les citoyens sont les premiers impactés par les décisions en santé et l'usage en fait des technologies. Mais les citoyens peuvent aussi nous apporter quelque chose, donc en tant qu'experts ou décideurs politiques, ils peuvent en fait apporter des éléments au débat, donc sur les questions éthiques, qu'aucune autre partie prenante n'avait apporté jusqu'ici. Et tenir compte de ces nouveaux éléments, en fait, permet d'éviter que des torts ne soient commis en utilisant, par exemple, certaines technologies en santé. Alors, je vais vous donner un des exemples les plus concrets et faciles à comprendre. On a découvert grâce au débat ADN que les citoyens expérimentaient certaines formes de vulnérabilité en génomique. Donc, lorsqu'on utilise les informations ADN des citoyens, ils ressentent une certaine forme de vulnérabilité qui n'avait encore jamais été étudiée jusqu'ici ni exprimée, que ce soit dans la philosophie, par les experts, les chercheurs ou les décideurs politiques. Il s'agit donc d'une part de la vulnérabilité ontologique et d'autre part de la vulnérabilité situationnelle. Alors, très brièvement, la vulnérabilité ontologique, c'est lorsqu'on séquence votre génome, vous avez accès donc à vos informations génomiques et en fait, vos informations génomiques, elles vous font connaître certaines vulnérabilités existentielles et internes. Par exemple, le fait que vous avez des prédispositions à certaines maladies incurables ou à des maladies très graves et rares. Donc, en connaissant notre génome, on a connaissance de certaines vulnérabilités. Donc, évidemment, il y a plein de questions éthiques qui naissent de cela. Et puis, la vulnérabilité situationnelle, c'est une vulnérabilité externe. C'est lorsqu'on utilise les données ADN des citoyens, on peut les rendre vulnérables, par exemple en les discriminant. Et donc, les citoyens ont mis en avant leur crainte d'être prisonniers de leur génome. Donc, si on réduit quelqu'un à ce que son génome dit, par exemple, prédisposition à une maladie incurable, on peut le rendre prisonnier dans la société, donc prisonnier de son génome, comme s'il était condamné à être traité comme si cette maladie incurable était déjà là. Et donc, en fait, c'est des vulnérabilités qui n'étaient pas forcément mises en avant par des experts, par exemple, parce que forcément, ça les touche moins. C'est un intérêt qui n'est pas vraiment le leur, alors que les citoyens, si. Donc, en fait, les citoyens, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent sur la table des problématiques éthiques qui ne sont pas abordées par les autres parties prenantes, comme par les patients qui sont plus centrés sur leur maladie, par exemple, et pas sur des questions philosophiques plus générales qui peuvent toucher tout le monde. Puis les décideurs politiques ont d'autres problèmes d'implémentation, par exemple, et les experts, c'est plus la recherche. Et donc, en fait, les citoyens permettent à l'éthique de jouer son rôle de prévention des torts, par exemple, et d'ouvrir d'autres perspectives qui n'avaient pas encore été pensées jusqu'ici. Voilà, et donc là, moi, je vais simplement, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais vous expliquer un peu comment on passe concrètement d'une contribution à la recommandation. En haut à gauche, vous voyez donc 3 bulles. Donc, ce sont 3 types de contributions que nous avons reçues dans le cadre du débat des données.
Et donc, si on regarde la plus grosse, on voit que cette personne a donc dit que les données doivent être rendues anonymes pour que des organismes ne puissent les utiliser pour me restreindre des droits ou services. Donc, comme vous voyez, selon cette personne, il faudrait donc rendre toutes les données anonymes. Est-ce que cela veut dire que nous devons recommander l'anonymisation complète de toutes les données? Eh bien non. Donc, c'est-à-dire que nous, à travers l'idée, ce que nous recherchons vraiment, c'est la valeur qui est derrière. Qu'est-ce qui fait peur aux citoyens? Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de cette anonymisation? Qu'est-ce qu'ils cherchent à protéger? Et pourquoi est-ce qu'on doit le protéger? C'est vraiment aller au fond de l'idée et donc des valeurs des citoyens. Donc, par exemple, si je reprends ces 3 contributions, le type d'idée auquel on arrive, c'est effectivement que les citoyens ont peur de l'utilisation des données contre eux-mêmes, mais que malgré tout, ils ont une envie de partager des données pour le bien commun. Et enfin, le lien qui nous intéresse aussi, c'est bien celui qui unit les citoyens avec leurs données de santé. Et dans ce cas-là, certains citoyens dans cette plateforme se sont sentis concernés par l'utilisation des données parce qu'ils pensent qu'elles font partie intégrante de leur vie. Donc voilà, et comment est-ce qu'on transforme ça en recommandations? Et donc là, c'est ce que je vous disais, c'est ces fameux workshops où là, on s'assit avec des parties prenantes pour discuter un peu, donc en leur présentant les résultats que nous on a et en leur disant voilà ce que les citoyens veulent. Et ensuite, avec eux, essayer de construire dans un cadre légal et technique possible, voir comment est-ce qu'on peut transposer ces valeurs en recommandations politiques. Donc, à cette table s'assoient des chercheurs, des décideurs politiques, des représentants d'associations, des représentants d'industrie. Il y a vraiment, on cherche vraiment à ce que ce soit le plus divers possible. Sachez d'ailleurs que pour ce débat-là, c'est donc ouvert au niveau national et au niveau européen, mais toute partie prenante intéressée par l'utilisation des données en Europe est bienvenue. Donc, si c'est votre cas, vous êtes les bienvenus et vous pouvez participer à ces workshops. Et donc, à partir de ces échanges, nous pouvons enfin construire des recommandations concrètes. Donc voilà, donc nous vous remercions énormément de nous avoir écoutés, de nous avoir invités aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour nous de parler de notre travail. Voici nos 2 mails si vous avez besoin si vous voulez nous écrire à propos d'engagement public ou de réutilisation des données de santé et d'engagement citoyen. Et donc, je laisse la place aux questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé, Louise. Quelques petites notifications avant de passer à la discussion et aux questions. Puis, c'est un clin d'œil que je vais faire à Cécile puis à notre communauté. Donc, petite anecdote partagée, tranche de vie. Cécile et moi animions Time World samedi avec un débat comme aujourd'hui sur l'acceptabilité sociale. Et un intervenant très, par ailleurs, gentil et bienveillant nous a fait remarquer que nous étions 2 Françaises à animer un débat. Alors, je le dis là pour nos participants, oui, nous sommes françaises, mais impliquées au Québec depuis très, très, très longtemps maintenant. Et pourquoi je me sens l'urgence de mentionner cela, c'est nous n'avions aucune connexion, mais vraiment aucune connexion citoyenne ou de citoyenneté, particulièrement avec Louise. On a découvert Louise et Chloé il y a quelques semaines, quelques mois, et on trouvait que vraiment l'expérience était plus qu'intéressante. Ça, c'était pour le disclaimer en bon français de la communauté française, parfois quelque peu présente. Plus sérieusement, je vais peut-être passer à des questions pour vous, mesdames. Et puis, ces participants qui êtes avec nous, n'hésitez pas à mentionner vos propres questions dans le chat. On les prendra au fur et à mesure. J'écoute un petit peu les outils, les démarches que vous nous avez partagées aujourd'hui. Louise a partagé à la fois ses coups de cœur et ses plus grandes difficultés en nous disant moi, le quiz, c'était fantastique, mais alors la communication, c'est difficile. Chloé, je vais peut-être me retourner vers vous. Vos coups de cœur en termes de participation citoyenne, d'engagement citoyen, et puis les plus grandes difficultés, quelles seraient-elles? Alors, je dirais que lorsqu'il s'agit d'un débat en ligne,
la stratégie d'engagement qui fonctionne le mieux, en tout cas ce fut le cas pour le débat ADN, c'est en fait de faire un dossier pédagogique afin qu'il y ait un débat qui soit organisé de façon vraiment qualitative, en dehors, encadré par un professeur en fait qui joue le rôle de facilitateur. Et nous, c'est le plus grand nombre, donc en termes de communication aussi avec les écoles, faire en fait des professeurs, ses partenaires. C'est vraiment la stratégie qui s'est avérée la plus efficace pour un débat en ligne. Alors, sinon, je dois avouer que je trouve que l'engagement citoyen qui donne, en tout cas de ce qu'on a essayé jusqu'ici, qui donne la meilleure qualité, on va dire, c'est évidemment les formats en présentiel, avec des experts invités, mais c'est sûr que c'est un tout autre budget. Ça signifie qu'on engage beaucoup moins de citoyens. Donc, c'est aussi la quantité par rapport à la qualité. Je ne dis pas juste que les contributions en ligne ont été extrêmement riches aussi. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile quand c'est vraiment un format purement en ligne de s'assurer que les citoyens ont bien tout compris, qu'ils ont été bien informés correctement et s'ils ont été mal informés, de savoir exactement quelle est l'influence de la mauvaise information sur la contribution, etc. Donc, voilà, je dirais. Après, quand j'ai un format en ligne, je veux dire vraiment une plateforme où il n'y a pas de facilitateur. OK. Je vais rebondir tout de suite sur la question que Yann Bertrand vous pose à chacune d'entre vous, parce que forcément, avec la réponse qui vient d'être apportée, on ne peut pas éluder cette question-là. C'est à un moment donné, quels que soient les outils que vous utilisez, vous vous retrouvez à dialoguer, engager avec des personnes qui, à un moment donné, ont levé la main. Et quel est le biais? Comment est-ce qu'on... premièrement, quel est le biais? Comment comment vous le contournez? Je ne sais pas, Chloé, peut-être que tu veux répondre. Je peux répondre pour le débat des données précisément, si vous voulez. Oui, alors... Pour le cas d'une consultation en ligne comme celle-là, qui est à grande échelle, effectivement, c'est un biais qu'on prend en compte, puisque on ne sait pas qui arrive sur notre consultation. Dans le cas du quiz, notamment, c'était un format anonyme, donc on n'a vraiment aucune manière de savoir qui est derrière. Donc, ça a ses avantages et ses désavantages. Donc, il y a plusieurs manières d'essayer d'éviter ce biais. Donc, la création du quiz, en fait, avait un peu cette idée-là, puisque c'est un test facile et le but, c'était de créer un test avec une question un peu intéressante pour que quelqu'un qui ne connaisse pas vraiment le sujet se sente à l'aise de faire ce test-là. Et c'est vrai qu'arriver sur la plateforme avec le contenu pédagogique et une plateforme de discussion ouverte comme ça pouvait freiner des personnes non intéressées, non informées. Une autre manière, comme l'a dit Chloé, c'est de faire des débats en présentiel, puisque là, on est avec les gens c'est-à-dire qu'ils sont là, on est obligé de débattre et de produire ensemble. Donc voilà, tout le monde est amené à donner son opinion, même si de base, il pensait qu'il n'en avait pas. Et enfin, la troisième, c'est pour ça que c'était là la difficulté au niveau de la communication, c'est qu'on doit essayer de trouver ce qu'on appelle des accroches. Donc, c'est utiliser certaines thématiques qui concernent le grand public et qui nous permettent de les ramener vers notre sujet, qui est la réutilisation des données de santé. Le Covid était évidemment un sujet qui nous paraissait parfait, entre guillemets, si je puis dire. Let's never waste a crisis, je crois qu'on a beaucoup dit sous le Covid. Voilà, puisque les gens sous le Covid se sont en fait familiarisés vraiment avec des pratiques de santé publique. D'un coup, ça pouvait leur parler. Et dans ce cas-là, ça a bien marché. Donc, pour vous donner un exemple, Sciences Anno, qui est donc l'Institut public de santé publique de Belgique, réalise, je crois, tous les 3 mois une enquête qui arrive vers 20 000 personnes qui sont des citoyens qui ont été contactés par Sciences Anno pour des raisons de vaccins, de tests ou plein d'autres raisons, qui ont accepté d'être contactés dans le cadre d'enquêtes publiques, notamment pour des questions de santé mentale durant la pandémie, voilà, des choses comme ça. Et à la fin de ces enquêtes, nous avons placé la consultation en proposant un lien si les gens étaient intéressés. Et là, on a eu un flux de contributions énorme d'un coup de la part de la population belge. Donc, en fait, il faut faire preuve de créativité pour trouver ces accroches qui attirent un peu le public vers un sujet qui ne les intéresse pas spécialement, qui est la réutilisation des données de santé, qui en plus de ça est un terme assez hargneux, voilà, pas très attirant de base. Et enfin, en termes de communication aussi, c'est vraiment s'adresser aux bonnes personnes. Donc, à force de faire de l'engagement public, on crée un peu alors pas un carnet d'adresses, c'est un terme un peu bizarre, mais c'est vrai qu'on commence à savoir qui connaît tel public, qui a
un impact, une influence, qui est écoutée. Voilà, il faut trouver un peu ces bonnes personnes qui savent s'adresser, qui s'adressent à un public plus large et qui vont pouvoir être le biais entre nous et les citoyens, puisque nous, directement, évidemment, nous n'avons pas cet impact-là. Donc, il y a plusieurs moyens d'essayer de contourner ce biais, même s'il est évidemment difficile de le mesurer, je dirais. Donc, voilà. Je ne sais pas, Chloé, si tu veux compléter. Oui, non, c'est juste exactement, voilà, comme tu disais, c'est une question de trouver le bon réseau qui va faire le lien entre les personnes auxquelles on accédera moins. Pour vous donner un exemple, là, on va normalement lancer une application, donc téléphone, prévention cancer au niveau européen. Et par exemple, un des critères établis par la Commission pour le lancement de cette application est de toucher les personnes vulnérables, qui sont les publics non cibles habituels, notamment par exemple les prisonniers. Et bien donc, il faut trouver les organismes qui vont aller dans les prisons, parce que les prisonniers n'ont pas le... Oups, Chloé, elle coupe. Oui, je crois que Chloé a Je bug. Alors malheureusement, je ne fais pas partie de ce projet, malheureusement, donc je ne peux pas continuer sur sa bonne lancée. J'espère qu'elle va revenir vers nous. Voilà. Pardon? Ah, ça a coupé? Oui, ça a coupé. Oui, un petit peu. Non. Ah, prisonnier. Le prisonnier était en prison, mais on voulait le consulter. Voilà. Et puis, du coup, sinon, de façon générale, en fait, les professeurs engagés pour engager en fait, les jeunes, on va dire, toute personne confondue, c'est via l'école, en fait, via l'enseignement. Puisque c'est l'enseignant qui décide d'engager sa classe. Là, c'est juste une catégorie d'âge. C'est le seul critère, mais sinon, voilà. Et alors, l'autre question, est-ce qu'on assure si je peux, un filtre, une modération de réponse apportée? C'était une autre question du chat. Oui. Si je peux répondre, voilà. Donc, lorsqu'il s'agit de débats en ligne, donc sur une plateforme, évidemment, mais nous essayons de filtrer le moins possible parce que sinon, on devient un peu les maîtres de l'engagement citoyen et ce n'est pas notre but puisqu'on essaie qu'un maximum de personnes participent. Alors, en fait, il y a donc souvent des règles sur le site web, donc pas de racisme, pas de sexisme, etc. On n'attaque pas une personne, donc on peut critiquer une opinion, mais pas la personne derrière. Bref, ce sont toutes des règles du site web, donc de fonctionnement. Si ces personnes ne respectent pas, eh bien, nous pouvons renvoyer un mail à cette personne, parce que souvent, les profils sont pseudonymisés, mais nous, en tant que modérateurs, parfois, on a accès aux adresses email pour leur dire, vous voulez juste bien reformuler votre opinion sans mentionner une personne avec une attaque personnelle, par exemple. Comme ça, on garde toute l'opinion, mais on ne censure pas nous-mêmes, on demande à la personne. Mais souvent, on accepte un maximum et on ne va jamais juste censurer comme ça et ne jamais revenir vers la personne. De toute façon, on ne censure pas. C'est juste les règles d'utilisation du site web. Donc. Oui, puis c'est les règles de la consultation quelque part aussi. Il me semble Voilà. que sinon, on passerait un petit peu à côté de quelque chose. Je voudrais vous amener dans, en fait, la dernière diapositive présentée par Louise, et puis vous les avez touchées toutes les deux à ça. Vous avez pris la précaution de dire on consulte, on analyse, on émet des recommandations, on présente les recommandations à nos instances décisionnelles. Puis j'ai deux questions par rapport à ça. C'est quelle est la pérennité de la démarche? Donc, est-ce que j'ai un cycle qui s'installe pour ajuster, réajuster? Puis, une fois les recommandations présentées aux décideurs, il se passe quoi? Comment est-ce qu'on sait qu'on a l'impact? Vous mentionnez qu'il est difficile à trouver, mais quand même, si on n'arrive pas jusqu'à ce point-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'érosion de cette participation citoyenne qu'on cherche? Alors, en fait, ça dépend d'un projet à l'autre. Par exemple, on a vraiment des problèmes de connexion, Chloé. Oui. Chloé, peut-être débarquer, rembarquer, parce qu'on a vraiment des problèmes. Vous m'entendez? Non. Non, Chloé, je pense qu'il faut que tu repartes et tu reviennes si c'est possible, parce qu'il y a un problème de connexion qui sera réglé si tu repars et reviens.
C'est bon. Oui, voilà. Eh bien, je vais répondre à votre question par rapport au débat des données. Donc, moi, je réponds toujours dans le cadre de ce projet-là parce que, comme l'a dit Chloé, c'est vraiment propre à chaque projet. Donc, dans ce cadre-là, il faut savoir qu'une petite particularité qui n'est pas mentionnée dans cette présentation, mais peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est que donc l'espace européen des données de santé, qui est donc une régulation, la première proposition de cette régulation a été proposée la semaine dernière par la Commission européenne. Donc, on est vraiment au stade embryonnaire législatif. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir des négociations avec d'autres organes de l'Union européenne et la Commission va donc continuer d'alimenter cette régulation ou la modifier si besoin. Voilà. Et donc, nous, on arrivera à un stade postérieur, donc en février, quand nous aurons enfin nos recommandations. Donc, dans ce cas-là précisément, par exemple, on a un accord avec la Direction générale de la santé, qui est donc l'organe de la Commission européenne qui s'occupe de cette régulation, de nous entendre au moment où nous aurons fait notre rapport, puisque de toute façon, ce sont eux-mêmes qui nous ont demandé de le faire, et d'ensuite l'introduire et introduire ce que disent ces recommandations aux autres parties de l'Union européenne. Donc, on sait que le message arrive. Comment le message va être utilisé derrière, ça n'est plus dans nos mains, je dirais, d'une quelconque manière, même si on peut toujours faire un travail nous-mêmes en repassant par d'autres parties prenantes que nous avons contactées, comme des parlementaires européens. Mais l'intérêt aussi, par exemple, dans ce cas-là, c'est que c'est un projet pilote conduit seulement dans 3 pays, donc absolument pas à vocation représentative au niveau européen. Et un intérêt qu'on pourrait avoir derrière, en fait, c'est que d'autres pays, d'autres organismes d'autres pays veulent faire la même chose, en fait, à leur niveau national et veulent reproduire le même format d'engagement à leur niveau national pour qu'en fait, au final, on arrive à avoir des données de beaucoup de pays ensemble et pouvoir les comparer. Puisque de toute façon, tout ce qui se fait au niveau européen doit être transposé à un moment au niveau national. Et évidemment, en termes d'utilisation des données, je pense que c'est le cas dans le monde entier. Chaque pays a son propre système, ses propres lacunes. Voilà, donc chaque pays va devoir affronter ses problèmes à sa manière, avec des citoyens plus ou moins favorables selon la culture des données qu'il y a dans tel ou tel pays. Et est-ce qu'il y a une volonté, je vais pousser ma chance un petit peu plus loin, Louise, parce que je comprends qu'à un moment donné, ça arrive dans les mains du décideur, mais le débat des données, et puis le site qui a été monté, le portail, puis l'information qui est là, y a-t-il une volonté de continuer ce débat-là, de continuer à informer, de dire un petit peu c'est quoi les décisions qui sont prises au niveau de la communauté européenne, puis de poursuivre cet engagement, donc de s'assurer que l'engagement, ce n'est pas comme quelque chose pour construire des recommandations, mais que c'est quelque chose qui vit au-delà des recommandations, puis qui a une influence en continu. Est-ce que cette volonté est inscrite, prévue, ou c'est un pilote, un énième pilote, puis on passe au suivant? Alors, donc c'est un projet pilote dans le sens où ce projet concret de recherche va s'arrêter donc à partir du moment où on aura fait les recommandations. Après, effectivement, l'espace européen des données de santé, ça va être un très long projet qui en fait alimente des nouveaux projets continuellement. Et donc nous, en tout cas à Sciences & Know, je sais que c'est notre envie et que dès que l'opportunité se présentera, on le proposera, c'est de continuer à faire vivre ce contenu. Donc de toute façon, le contenu qu'on a créé ne disparaît pas. Le site web s'arrête dans un an, mais tout le contenu qu'on a créé va être gardé. On est en contact avec d'autres organisations, d'autres pays qui peuvent être intéressés et nous sommes plus que ouverts à expliquer le processus par lequel on est passé, comme on l'a fait avec vous aujourd'hui, tout simplement, pour que ces pays-là ou ces organismes-là refassent le même cycle chez eux, puisque le but, c'est quand même d'informer et de sensibiliser. Au-delà d'avoir un impact au niveau politique, même si c'est ce qu'on espère. Et donc, cet espace européen des données de santé, bien que, admettons que dans la régulation, seuls certains aspects soient pris en compte par rapport à ce que nous avons dit, ça ne veut pas dire que dans les détails et dans la pratique et dans l'implantation en fait, de ce projet, on ne peut pas non plus avoir une influence, on peut encore avoir une influence à ce niveau-là. Donc, rien n'est écrit pour le moment, puisqu'on est un peu pas à pas. Donc là, déjà, si on arrive à faire bien nos recommandations, moi, je serais déjà très satisfaite. C'est beaucoup de travail. Mais au-delà de ça, oui, nous, à Sciences & Know, on a vraiment vocation à ce que ça continue, oui, parce que c'est effectivement 2 ans de travail de beaucoup d'organisations et que ce serait bien dommage que ce matériel se perde. Puis c'est ce que nous dit le citoyen, c'est je veux participer, mais je veux être écouté, puis je veux m'impliquer, donc d'où la notion de continuité. Chloé, de votre côté, oui? Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous retrouve.
Voilà. Alors, en fait, donc, ce que je disais, c'est que ça dépend en fait des projets. Par exemple, donc il y a certains, enfin, la consultation coronavirus, par exemple, il y a certaines personnes de notre équipe qui, après, ont fait partie de la task force communication. Donc, c'est-à-dire, il y avait une des plus grandes recommandations des citoyens était d'avoir une communication claire, transparente, honnête par rapport aux stratégies de vaccination. Et donc, le ministre a enregistré cela. Et il y a on va dire un groupe spécialisé dans la communication autour des stratégies de vaccination qui a été créé. Et une des personnes de notre équipe faisait partie pour garantir un peu le suivi. Alors sinon, donc c'est ça que je dis, ça dépend très fort d'un projet à l'autre. Mais en tout cas, dans notre à Cienzano, il y a réellement une volonté de suivi des projets. Donc le chef de notre chef, pour lui, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce qu'on a discuté pas mal avec lui, notamment une des chapitres de mon doctorat, c'est un peu savoir quid en pratique. Il y a l'engagement citoyen et puis comment ça se passe, comment valoriser en fait la valeur ajoutée des citoyens, etc. au-delà de l'engagement. Mais c'est une volonté qui demande beaucoup de financement pour créer un suivi, qui demande aussi du pouvoir, en fait, hein, tout simplement, pour avoir réellement une voix et une position affirmée par rapport aux politiques, etc. Et donc, on va dire, une des missions sur lesquelles on est réellement en train de travailler, mais qui prend énormément de temps et qu'il faut mettre beaucoup de choses en place pour qu'elle soit réellement efficace. Mais c'est vraiment quelque chose sur lesquels on va travailler les années à venir, puisqu'en fait, l'équipe engagement citoyen, à la base, on n'était que 2. Enfin, d'abord, il y avait juste notre chef. Et puis maintenant, on est 4 ou 5 et ça s'agrandit. Et donc, en fait, l'équipe engagement citoyen prend de plus en plus de place à Cienzano parce qu'on s'est rendu compte que c'était une des compétences qui était indispensable en fait, dans l'expertise scientifique, on va dire, en santé. Donc, on sait que normalement, il y a plus de budget qui va être donné. On a de plus en plus de projets. Donc, on aura de plus en plus de possibilités d'avoir un suivi. Ça, c'est un point intéressant pour nous parce qu'on est au Québec, dans cette pensée de dire c'est un exercice qui doit se construire, qui doit se soutenir, qui est la responsabilité de tout le monde et qui ne se fait pas à dollars nul. Donc, il faut avoir à un moment donné le soutien financier pour développer ces stratégies. Je vais prendre la question que Annabelle vous pose, donc travail et réseau de recherche sur les données de santé du Canada. Qui ont organisé des ateliers pour aller recueillir la perspective citoyenne, puis fait des choses analogues aux vôtres. Première question, comment est-ce qu'on concilie des points de vue très opposés sans que ça vire au pugilat? Des bonnes recettes, des pas bonnes recettes, de la modération, on prend les points de vue tels qu'ils sont? Alors, c'est bien une question de modération. Alors, il faut savoir que nous, par exemple, notre objectif n'est pas qu'il y ait un consensus absolu. Au contraire, notre objectif est que les différents points de vue, différentes opinions et valeurs soient représentés. Alors, donc là, je parle bien des formats en présentiel parce que sur une plateforme, c'est encore tout à fait différent et c'est moins parlant, on va dire. Mais donc on a des modérateurs, ils ont une expertise là-dedans, ils ont suivi des formations pour gérer ce genre de conflit. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre but n'est pas donc de faire fusionner des opinions pour qu'elles donnent lieu à un consensus. Notre but est en fait d'élever le débat, de montrer d'accord. Donc, vous avez des opinions opposées parce que souvent, c'est des choses, on va dire, plus pratiques. Et donc, on demande à chacun d'aller chercher, d'accord, mais quelles sont les valeurs qui illustrent en fait votre propos? Et alors, c'est là qu'on voit qu'il y a toujours un conflit de valeurs où en fait, c'est 2 personnes qui ont des valeurs similaires mais qui l'expriment d'une façon avec des contextes différents parce qu'ils ont des expériences différentes, etc. Et donc, s'il reste toujours un conflit de valeurs, et il y a déjà eu presque des disputes lors d'engagement citoyen, alors là, notre rôle, c'est aussi de dire que chaque opinion est valable, à ce moment-là, a été bien informée, etc. Et donc, on prend en compte chacune des opinions et que le but n'est pas qu'une opinion domine sur l'autre. Et donc, ça fait partie des étapes du débat, on va dire, avant d'arriver à des recommandations communes. Mais les recommandations n'annihilent pas les opinions pour former une seule opinion de masse. Donc ça, c'est une des façons, par exemple, de gérer ce genre de conflit.
Ce qui revenait dans la dernière diapositive de Louise avec la nécessité d'exprimer l'opinion et d'aller en extraire la valeur, puisque c'est c'est ce qui amène après ça au processus de recommandation. Et d'ailleurs, vous nous avez montré différents outils de consultation, de participation. Je ne les renommerai pas ici, mais c'est la deuxième partie de la question de Annabelle, si je la comprends bien comme il faut, là. À la fin de la journée, c'est est-ce qu'on peut imaginer des points de convergence sur cet apport citoyen? Puis si on les imagine, de quelle nature sont-ils? Qu'est-ce qu'on va apprendre de tout ça? Est-ce qu'on arrive, c'est un citoyen qui nous dit écoutez-moi, un citoyen qui veut être participant à l'organisation de sa société? Je vous laisse répondre à ma place parce que ce n'est pas moi l'experte. Alors, Chloé, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question. Alors, pour moi, c'est une très bonne question. C'est une question que je me pose beaucoup depuis que moi, je suis arrivée, en tout cas depuis que je travaille sur l'engagement public. Mais du coup, j'ai tendance je pense, à répondre de manière très peut-être philosophique ou voilà, avec un peu un idéal derrière mon esprit. Je pense que la vraie question au-delà du sujet, moi, qui est traité, peu importe que ce soit la santé, que ce soit l'économie, que ce soit d'autres choses, peu importe le sujet de société en question, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle est la place de l'engagement public dans la décision politique et quelle valeur on va donner à l'engagement public, quelle est la culture de l'engagement et est-ce qu'on va vers une société qui a envie de plus engager ses citoyens dans des décisions. Et moi, je pense que là, il y a une question très intéressante qui se pose. Le fait que notre équipe, par exemple, grossisse, je pense, est dû au fait qu'au niveau européen, il y a une volonté d'engager de plus en plus de citoyens européens dans les décisions politiques qui sont prises au niveau européen pour des questions, je pense, de légitimité et en fait d'évolution de la démocratie. En fait, voilà, je pense qu'on évolue vers une démocratie plus participative. Mais à mon avis, on est encore un peu au stade du peu que j'ai vu, on va dire, on est un peu encore au stade embryonnaire de cette nouvelle forme de démocratie où on est encore entre comment le faire bien et faire en sorte que l'impact ait du sens. Voilà, et est-ce que les citoyens ont réellement envie d'être engagés? Est-ce que les citoyens ont envie d'avoir ce rôle-là? Donc, je pense qu'on est un peu en train de répondre tous à ces questions-là en le faisant. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, à la question d'Annabelle, ou si je pars un peu très loin, mais il n'y a que comme ça que j'arrive à répondre de manière exacte, je pense, à cette problématique personnellement. Donc, voilà. Chloé, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Donc, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Parce qu'en fait, j'ai plus accès au chat puisque je suis déconnectée. Enfin, du coup, je ne suis pas sûre d'avoir compris exactement la question. C'est de dire qu'on a différents outils de consultation, d'engagement et l'idée, on est tous un petit peu à la recherche des solutions qui vont en émerger. Puis est-ce qu'il y a des points de convergence qu'on peut s'attendre d'avoir en bout de ligne? Donc, au niveau du contenu de ce que les citoyens disent? Oui, mettons-le comme ça. Ah oui, donc il y a toujours en effet des points de convergence. Par exemple, on le voit donc, sur l'utilisation des données ADN, comme on a fait quand même 2 projets, un en présentiel avec vraiment un panel citoyen très bien informé, etc. Et puis l'autre, la consultation plus large avec beaucoup de jeunes qui avaient été exclus du forum citoyen. On voit que par exemple, et on le retrouve aussi dans d'autres consultations au niveau international, puisque nous comparons aussi toujours nos résultats avec les résultats d'autres consultations. On voit très bien que, par exemple, la discrimination en dehors des soins de santé fait partie des plus grosses craintes des citoyens, par exemple par les employeurs, par les assurances, etc. D'être aussi forcément la vie privée, bon, ça c'est plus évident. En fait, il y a beaucoup de points de convergence. Okay. Je dirais qu'il y a plus de points de convergence que de divergence. Ce qui est en quelque part peut-être rassurant. Je vais nous amener dans une autre zone qu'on a un petit peu touchée avec les questions de Yann, mais qui en quelque part me préoccupe égoïstement. Puis c'est la question de la diversité citoyenne qu'on va réussir à engager ou pas.
puis, et qui peut-être ou peut-être pas, puis vous me direz, est inhérent à la personne elle-même, son éducation, son exposition à de l'information, son appétit pour la chose scientifique ou pas, les outils qu'elle va utiliser. Donc, je reviens sur cette question-là parce que je me demande comment est-ce que et comment vous anticipez justement une diversification des outils, comment est-ce que vous anticipez la vulgarisation, la littératie. Donc, pas seulement quand je mets quelque chose sur une plateforme où j'ai besoin d'avoir la documentation, mais de manière générale, est-ce que vous portez un regard sur cette diversité citoyenne dont on a besoin? Je me lance. Donc, encore une fois, dans le cadre du projet que moi je conduis, c'était très, très compliqué de regarder ça, puisqu'en fait, on est parti un peu du postulat qu'on ne voulait pas utiliser des données personnelles ou avoir accès à trop de données personnelles. Donc, c'est le prix de l'anonymisation dans ce cas-là. Après, encore une fois, ça dépendrait du projet, je dirais. Donc, un projet qui a une vocation représentative, effectivement, va devoir regarder ces choses-là. Nous, dans ce cadre-là, comme c'était encore une fois un projet pilote, on n'avait pas eu la nécessité. Pour nous, l'intérêt, c'était surtout d'essayer de toucher déjà des gens avec ce sujet. Après, dans des projets peut-être plus précis ou plus concrets sur ce thème-là, là, ça pourrait être quelque chose qu'on regarde. Donc voilà, donc ça dépendrait du projet, je dirais. Par contre, dans les résultats qu'on a eu par rapport à la réutilisation des données de santé, et c'est surtout que je crois quand je suis arrivée dans votre colloque, je pense que des gens parlaient de la représentation des gens selon leurs origines, par exemple, voilà. Ça, c'est assez intéressant de voir que ce sont des questions qui ne se posent pas du tout en Belgique et en France, en tout cas dans les résultats que nous, on a eu des parties prenantes, des experts et des citoyens, mais qui se posaient beaucoup plus au Royaume-Uni. Donc, en fait, il y a une vraie différence Alors, je ne veux pas dire que la Belgique et la France se désintéressent complètement de comment… voilà, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a une pratique moins institutionnalisée, en fait, de regarder ce type de diversité-là, par exemple. Donc là, c'est plus dans le bénéfice de la réutilisation des données de santé, mais du coup, on peut imaginer qu'en termes d'engagement, ça va avoir un effet sur qui on regarde. Après, nous, l'effort qu'on a fait, par exemple, pour le débat des données, donc, comme à défaut de pouvoir aller directement vers un public large voilà, et lambda, on a quand même visé certains publics, normalement les jeunes, les femmes, des personnes âgées. Donc, on a essayé d'aller vers des publics un peu spécifiques qui sont moins, voilà, dont on peut moins valoriser s'ils ont accès ou non, ou à quel point ils ont accès ou non à notre consultation, pour s'assurer que quand même certaines strates de la population avaient leur mot à dire. Mais c'est l'effort minime qu'on pouvait fournir pour ce projet-là si large. Pour d'autres projets plus représentatifs, je pense que c'est plus facile de trouver l'équilibre entre tous les citoyens qui s'engagent, effectivement. C'est là où le partenariat que vous mentionniez l'une et l'autre plus tôt dans notre conversation est important. C'est avoir des ambassadeurs nous aide probablement à mieux appréhender nos citoyens et nos concitoyens. Chloé, est-ce que, je ne sais pas si elle est gelée encore, si elle a quelque chose à ajouter? Alors, ah non, elle n'est pas gelée. en fait, ce que je voulais dire, c'était oui, donc en fait, par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici, comme on visait une population très large, on vulgarisait très fort, mais sans viser, à part les jeunes, donc via le dossier pédagogique, on ne visait pas de population particulière. La seule chose, c'est donc dans le forum citoyen. Là, par contre, il y a Bon, c'est jamais représentatif à 100% de la population, puisque c'est 32 citoyens, ne peuvent pas représenter la Belgique. Par contre, on avait fait appel à une société qui était experte dans… qui avait accès à des énormes bases de données de la population belge qui avait participé en général, enfin bref, à plein de projets sur de longues années. Et donc là, ça devait être un peu plus représentatif, par exemple, au niveau du degré d'études, enfin bref, voilà, ce genre de choses. Et donc… mais je n'étais pas encore engagée au moment où ils ont fait le panel d'experts pour déterminer les questions, etc. En tout cas, ils ont créé une brochure informative avec 9 études de cas très concrètes et très faciles à comprendre. Très facile à comprendre. On parle quand même de génétique, mais je veux dire,
très fort vulgarisé pour faire en sorte que ça puisse toucher n'importe qui, comme par exemple la BD, l'histoire de Robert. Mais donc, je sais que par exemple, les facilitateurs devaient faire plus attention à certaines personnes pour beaucoup plus les encadrer, demander aux experts d'être plus attentifs si elles ne comprenaient pas. Donc, ça, par contre, on a dû le faire, oui. On était plus attentifs à certaines personnes pour être sûr que, en termes de langage, de vocabulaire, elles comprenaient bien tout parce que souvent, elles avaient tendance à moins participer. Parce qu'elles étaient gênées aussi, par exemple, mais leur opinion à des personnes universitaires qui déblatéraient beaucoup. Enfin, mieux, on va dire. Voilà. Non, puis ça va peut-être être le mot de la fin. On vit dans un microcosme et dans un vocabulaire qui parfois nous appartient un petit peu trop, communauté scientifique. Et je pense que j'apprécie le commentaire qui est de dire que nous devons avoir le respect et l'humilité de bien écouter et de bien intégrer. Puis peut-être que c'est quelque chose qui nous échappe parfois. Cécile, est-ce que tu avais une question? Non, je n'avais pas de questions, mais je voulais me joindre à Carole pour vous remercier. Puis c'était extrêmement intéressant. Et avec nous, on avait quand même des gens qui sont engagés dans ces initiatives de participation citoyenne qui ont les mêmes problématiques que vous et pour lesquelles vos solutions vont inspirer des initiatives. Donc, nous nous encourageons au Fonds de recherche du Québec à faire poursuivre ce débat, ces discussions, cet échange de bonnes pratiques. Je pense que c'est essentiel. Merci beaucoup à vous. Merci à nos participants. Ça clôt notre matinée d'échange. On vous redonne rendez-vous à 13h, Cécile, c'est ça? Je ne me trompe pas? Exactement. Une heure de pause santé. Une heure de pause santé, une heure de lunch. Et puis, j'espère qu'on vous revoit tous à 13h pour écouter notre relève, ce qui est aussi bien important. Merci beaucoup.